Raquel Garrido pour le parti de gauche, Clémentine Autain pour Ensemble et Gérard Filoche pour le parti socialiste dit Frondeur. Ce meeting, il est à l'initiative du Parti communiste français, de Europe Écologie Les Verts, du Parti de gauche, de Ensemble, de Nouvelle Donne et du Parti Pirate. Autant de tendances de la gauche critique, autant de partis qui portent une vision parfois convergente, parfois divergente sur le travail comme sur d'autres sujets. Avec au fond des lignes de démarcation qui s'expliquent par des philosophies politiques différentes. Alors d'un côté, on a une inspiration, alors je vais vraiment simplifier, que les politologues présents dans la salle aussi ne s'en prennent pas à moi. Décidément, j'ai très peur de vous. Bon, alors d'un côté, on a une inspiration marxiste qui pense l'économie en termes de croissance des moyens de production. Attention, elle va réagir. Justement, c'est à vous que je passe la parole, juste après Clémentine Autain. De l'autre côté, on a une aspiration, disons, écologiste qui pense l'économie en termes de pénurie à venir ou déjà là des moyens de production. En gros, on aurait des pro-croissances, des décroissants. Au-delà de ça, certains seraient inspirés par les usages numériques et considèrent la pénurie non seulement au niveau des matières premières, mais aussi au niveau des forces vives, du travail lui-même. Pour caricaturer et aller vite, en déroulant ces raisonnements, on se retrouve avec une gauche qui voit le travail comme quelque chose d'infini. Le chômage, c'est juste un problème de mauvaise répartition du travail et non pas d'absence de travail. De l'autre, au contraire, on voit le travail comme voué à disparaître au final. Le progrès, la technique, la mécanisation, la robotisation, ça tend à détruire de plus en plus d'emplois et au final, le travail serait tout simplement en train de disparaître. Et là, j'aimerais avoir vos avis sur ces questions de fond sur le travail. Avec cette pression, qu'est la pression du chômage? Et je veux vraiment insister là-dessus parce que le chômage de masse, il pèse évidemment sur les chômeurs, mais il pèse sur l'emploi ensuite parce que c'est ce qui permet dans des entreprises de dire maintenant il y a une intensification des conditions de travail, vous travaillez plus pour moins parce que sinon c'est la porte et vous vous retrouvez au chômage et donc sans emploi, mais aussi sur ceux qui sont dans l'emploi stable, parce que le gel du point d'indice dans la fonction publique, il est aussi le fruit de ça. C'est que vous avez un emploi stable, c'est une grande chance dans une société où il y a un chômage de masse, donc vous fermez votre gueule et vous acceptez de voir vos salaires ne pas augmenter. Donc tout se tient, ce chômage de masse est la clé d'entrée pour la logique capitaliste, pour permettre de faire en sorte que le profit soit toujours plus grand d'un côté et que les salaires voient leurs conditions de vie descendre et leurs salaires baisser. Donc nous nous battons contre cette logique avec des arguments qui sont assez simples. C'est que nous ne voulons pas de cette société. C'est une société dans laquelle, bien sûr, ça peut continuer à tourner, même on peut peut-être abaisser le chômage, mais en faisant quoi à la place? Des travailleurs pauvres. C'est ça la logique. Donc est-ce qu'on veut partager le travail? Est-ce qu'on veut partager les richesses? Ou est-ce qu'on veut que le capital puisse toujours tirer plus de profit et que les salariés baissent davantage la tête et que le progrès social ne soit plus qu'une vieille lune du passé? Pendant qu'on travaille, il y en a qui peuvent partir en vacances parce qu'ils accumulent beaucoup de patrimoine. Et nous, à la fin de notre vie, quand toutes ces heures et ces journées et ces semaines de vacances que nous n'avons pas prises, il n'y a pas de magasin où on va aller acheter 5 années de vie supplémentaires. Parce que tout s'achète, sauf le temps. Sauf le temps. Le temps de vivre, le temps d'être amoureux, le temps d'être sous un arbre à faire la sieste. Que sais-je? Par exemple, pour travailler le dimanche, alors là, tu as eu raison, parce que quand même, arriver à nous dire que le travail le dimanche, c'est par volontariat. Essayez de travailler le dimanche si votre patron veut pas. Essayez de ne pas travailler le dimanche si votre patron veut. De la culture marxiste, il y a nécessairement une vision productiviste. Il y a une tradition productiviste, mais je pense qu'on peut aujourd'hui être marxiste et être critique à l'égard du productivisme, et c'est important même de l'être. Donc je ne veux pas opposer les cultures, mais au contraire montrer qu'elles peuvent s'articuler de façon utile. Donc ce qui est sûr, c'est que la machine, la technique, permet de supprimer un certain nombre de tâches. Et on sait que dans les décennies qui viennent, ce sont des millions d'emplois qui vont disparaître, qui ne vont plus, on ne va plus avoir besoin de recourir à de la main-d'œuvre, à du travail humain. Je pense que c'est une bonne nouvelle. C'est-à-dire qu'on a eu des débats, mais peut-être qu'on peut l'avoir là. Moi, je ne fais pas partie de ceux qui sont, pour faire vite, nostalgiques du poinçonneur des lilas. Bon, on est dans un moment de chômage de masse qui fait que les questions sont difficiles. On peut prendre l'exemple des caissières.
Les caissières se battent aujourd'hui pour ne pas être remplacées par des machines. Pourquoi elles le font? Elles le font parce qu'on est dans un cadre qui est un cadre de chômage de masse et que si elles n'ont pas leur emploi, elles se retrouvent dans une situation de plus grande précarité. Bon. Donc il faut qu'on arrive à poser l'ensemble des défis qui sont devant nous en imaginant une société qui soit une société émancipée. Alors, est-ce que le travail émancipe? Est-ce que le travail aliène? Ça, c'est des débats assez intersidéraux. Mais enfin, je pense qu'on devrait être d'accord les uns et les autres ici pour dire que c'est bien la marchandisation de la force de travail qui pose problème. Et la logique du marché, c'est quoi? C'est que le profit pour s'accroître, et André Gortz le disait très bien, il a 2 leviers, c'est les salaires, et c'est de nous faire vendre, nous faire acheter tout et n'importe quoi, toujours plus, avec des choses qui durent de moins en moins longtemps. C'est ça les 2 leviers aujourd'hui du capitalisme. Eh bien, c'est pourquoi je pense que l'écologie politique et la culture marxiste peuvent aujourd'hui se marier utilement pour penser un projet de société qui nous sorte totalement de ce néolibéralisme, de ce consumérisme, de ce productivisme qui aujourd'hui nous mène droit dans le mur et qui font qu'un certain nombre de Français aujourd'hui, mais pas simplement en France, mais là je veux parler de Français, se disent mais j'en ai absolument ras-le-bol, j'en ai marre de tout ça, j'ai plus envie. Qu'il faut aussi redonner du pouvoir aux salariés sur le contrôle de leurs cotisations sociales. Parce que dans cette salle, vous savez qu'il n'y a pas de charges sociales. Les charges sociales, ça n'existe pas. Ce sont des cotisations, c'est le salaire brut. C'est une part du salaire mise dans un pot commun et mutualisée pour être distribuée à chacun selon ses besoins. Quand il est malade, en charge d'enfants, en recherche d'un toit, quand il est en maladie professionnelle, quand il est au chômage ou quand il est en retraite. C'est pas des charges, c'est un bonheur. Écoutez, le travail, il y en a pour tout le monde. C'est une comète en expansion infinie. Il ne manque nulle part. En 70 ans en France, entre 1936 et 2002, on a produit plus, on ne sait même pas calculer, 5 ou 6 fois le... Gagner plus, on ne sait même pas calculer. On a doublé le nombre de salariés, on est passé de 9,5 millions au moment du Front Populaire à 18 millions en 2002, au moment des 35 heures. Et ça, en travaillant moins. Pendant 70 ans, malgré une guerre mondiale, 2 guerres coloniales, on a produit plus, gagné plus, doublé le nombre d'emplois en travaillant moins. Pourquoi faudrait-il faire tourner la roue de l'histoire à l'envers et ne pas aller dans ce sens quand justement on a 6 millions de chômeurs? Bien sûr qu'il faut partager le travail et bien sûr qu'il faut faire qu'on le réduise. Surtout quand en France on a un boom démographique comme dans celui qu'on a. Parce que depuis l'an 2000, on a 850 000 naissances par an. 850 000. C'est-à-dire que le bébé de l'an 2000... En 2018, là, il vient sur le marché du travail et chaque année, jusqu'en 2030, on aura 400 000 demandeurs d'emploi de plus. Si on ne partage pas le travail, c'est une catastrophe sociale. C'est 10 millions de chômeurs. Et il faut forcément le partager. Et donc ça rentre dans la conclusion de ce que je dis. Et après, quand on me dit qu'il n'y a pas les sous, la France n'a jamais été aussi riche. Et les richesses aussi mal partagées. C'est d'abord par ça qu'il faut commencer. Moi, je vous le dis, j'avais un programme à faire, et je le souhaite avec toute la gauche. En gros, on pourrait chiffrer facilement. 60, 32, 1800, 20 et 5. 60 pour la retraite, 32 pour la semaine, 1800 pour le SMIC, 20 pour le salaire maxima, et 5 pour le taux de précarité supportable dans les entreprises. Je vous donne un programme clé aux mains. Voilà. Merci. 1 800 € me paraît un bon chiffre. Il y a une mesure qui est urgente, qui est le droit de préemption des salariés sur leur entreprise. Parce que face aux délocalisations, à la désindustrialisation du pays, lorsque justement dans notre délibération, nous déterminons que l'intérêt général veut que une telle ou telle activité soit maintenue, alors il faut pouvoir nous-mêmes la mettre en œuvre et la diriger et la contrôler. C'est le droit de préemption des salariés sur leur outil de travail. La base commune possible d'une alternative politique. Et ce qui me frappe, c'est que moi, du matin au soir, les journalistes qui nous demandent, ils disent, mais alors, vous critiquez, vous êtes contre, mais vous n'avez rien à proposer. Mais jamais ils nous demandent ce qu'on propose. Ils nous laissent jamais dérouler sur ce qu'on a à proposer. Et ce que vient de dire Gérard, c'est ce que nous n'arrêtons pas de dire les uns et les autres. Nous n'arrêtons pas de le dire. Réduire le temps de travail, tous, enfin je ne vais pas refaire. Combattre la précarité, arrêter justement avec la facilitation des licenciements. Enfin bon, je ne refais pas la liste, mais les mesures concrètes, et notamment
la proposition de sécurisation des parcours professionnels qui doit permettre justement de constituer un filet de sécurité avec des allers-retours entre des périodes de formation, des périodes dans l'emploi et donc de favoriser la mobilité. Parce que le chômage de masse aujourd'hui est l'ennemi numéro 1 de la mobilité. Pourquoi les gens ils bougent pas? Ils bougent pas parce qu'ils ont peur et parfois ils restent dans des emplois où ils s'emmerdent, où ils sont mal, etc. Et ils ne peuvent pas bouger parce qu'il y a ce chômage de masse. Donc puisqu'ils nous gonflent du matin au soir avec la question de la mobilité, disons-leur franchement que s'ils veulent une société dans laquelle on bouge, on innove, on crée, on a plaisir à travailler et donc on est plus productif, il faut qu'on nous paye correctement et qu'on nous permette de bouger et de nous former. Voilà la société que nous voulons construire et de ce point de vue, je constate que nous avons des points d'accord qui sont très importants. Je veux juste ajouter une chose qui est aussi la capacité de l'État, des pouvoirs publics, d'impulser des politiques qui permettent de créer des emplois et des emplois utiles. Je prendrai un seul exemple, et c'est pas que l'État, parce qu'on dit toujours, ah bah oui, vous ce que vous voulez, c'est l'État. C'est que l'État gère tout, qu'on fasse un grand plan avec des nationalisations de tout. Mais c'est pas vrai. L'État, le pouvoir public peut impulser des politiques sans qu'elles soient nécessairement gérées au final par l'État, c'est-à-dire par des nationalisations. Et je prends un seul exemple. Nos cantines, c'est énorme, hein ? Si on le budgète, vous allez voir, c'est une proposition qui est une proposition très importante. Nos cantines, aujourd'hui, donc ce que mangent nos enfants, eh bien, ce sont des entreprises qui les font, bon, ils ne mangent pas forcément bien partout, hein, vous aurez remarqué, et souvent un éloignement de ceux qui produisent par rapport à la cantine qui donne justement à manger aux enfants. Bon. Si on avait un cadre légal qui oblige à relocaliser, à travailler dans nos cantines avec des entreprises qui sont proches, eh bien là, vous avez quelque chose qui est socialement juste, qui est bon pour nos enfants et qui est écologiquement soutenable et qui va créer de l'emploi différemment. Et bien voilà, c'est ce type de mesure. C'est pas simplement des nationalisations, mais c'est comment les pouvoirs publics ont une capacité de jouer sur l'économie, c'est-à-dire d'impulser une économie qui a du sens et qui est bonne pour l'emploi, mais pour un emploi juste et pour une production qui soit soutenable. Et je prends cet exemple-là, mais on pourrait le multiplier dans plein de secteurs. Et dans la transition énergétique, nous savons très bien qu'il y a un vivier d'emplois utiles qui est considérable. L'accueil de la petite enfance, s'occuper sérieusement du 3e âge et du 4e âge, je vous assure que les viviers d'emploi, ils sont considérables. La culture, on n'en parle jamais. Mais moi, je suis dans une colère, mais vous n'imaginez pas, parce que j'habite un territoire qui est très populaire, qui est malheureusement assez connu, et pas que pour ses bons côtés, qui est Sevran, la ville dont je suis élue. Et à Sevran, je constate que les pouvoirs publics ne cessent de partir, et sur des choses fondamentales, sur l'éducation populaire, sur la capacité d'avoir une offre culturelle importante. Le tissu associatif se meurt de la réduction des dépenses publiques. Vous savez qu'un des plus grands plans sociaux de France concerne le monde associatif, qui, à cause de la baisse des dotations partout, fait que les subventions sont diminuées. Donc, si on sort de la logique de l'austérité, on a aussi une capacité à investir et à investir dans ce qui nous semble utile socialement. Et ce qui est aujourd'hui utile socialement, et des fois je le dis en rigolant, si on faisait un programme, on devrait le mettre en numéro 1, c'est précisément la culture, l'éducation. Commençons par là et arrêtons de commencer par les objectifs de compétitivité, de rentabilité des grandes entreprises. On ne sortira pas notre société du chaos et même de la menace djihadiste si on ne comprend pas le besoin que nous avons d'élever les consciences. Et pour élever les consciences, il faut de l'éducation populaire, et c'est ce projet politique que nous devons porter ensemble. Ce soir, c'est une très belle soirée qui fait chaud au cœur, et je pense que ça doit être le prémisse, ici et ailleurs, de rassembler, de mettre en avant ce qui nous rassemble. Bien sûr qu'il y a des différences, mais faisons pas ce cadeau face à ceux qui nous exploitent, ce gouvernement, ce MEDEF, ces patrons, ces multinationales, de nous diviser alors que nous avons besoin de nous rassembler pour construire une véritable alternative qui permette enfin aux gens de vivre décemment, parce que je crois qu'il y a véritablement une urgence dans notre pays. Il faut qu'en effet, on se tourne vers la construction d'un projet en positif, ça c'est évident, et je partage totalement ce qu'a dit Raquel. Quand il y a eu des mobilisations par le passé, dans l'histoire, le peuple il se mobilise d'abord parce qu'il a un espoir, une projection dans un avenir, et pas simplement parce qu'il est contre. Et donc c'est bien notre capacité à dessiner cet horizon, cette voie nouvelle, qui permettra de nous fédérer et de nous projeter et de donner envie à des millions de gens dans ce pays de se dire que ça vaut la peine et qu'il y a un cadre pour eux. Et j'insiste sur ce cadre pour
pour eux, c'est-à-dire fait avec eux, c'est qu'il faut qu'on imagine une façon de faire vivre l'horizontalité, pas simplement dans des mots, dans des réalités politiques. Et cette horizontalité, elle ne va pas se faire du jour au lendemain. C'est-à-dire le pouvoir au peuple, il ne suffit pas de le dire comme ça. Ça suppose des médiations, ça suppose des façons de fonctionner qui tournent radicalement le dos à tout ce qu'on a vu au XXe siècle comme parti verticaliste, avec la culture du chef, avec on décide d'en haut, puis on explique que finalement on le fait au nom du peuple, etc. Comment on crée ces médiations? Comment on fait vivre cette démocratie dans notre façon de produire de la politique, où on accepte qu'il y ait du pluralisme, où on accepte de ne pas écraser certaines sensibilités et de vouloir hégémoniser un espace qui est un espace qui doit être pluriel. Ce que je veux juste dire là, c'est pas du tout pour casser l'ambiance, parce que je pense qu'on est en chemin. Non, mais je pense qu'on est en chemin, mais il faut pas qu'on se paye de mots. Il ne faut pas qu'on se paye de mots et qu'on ait la lucidité de se dire que chacune et chacun doit faire un pas pour mettre un pot commun et pour construire une force politique dans laquelle chacune et chacun aura sa place sur une ligne politique claire et qui n'est pas soluble avec l'orientation gouvernementale actuelle et qui décide de tourner le dos à 30 ans de politique néolibérale et productiviste pour inventer ce chemin qui est un chemin, je crois, social et écologiste et qui, je pense, peut avoir un écho formidable. Je voudrais quand même dire qu'il y a eu des espoirs qui n'ont pas toujours bien fonctionné, mais un peu partout en Europe et même à l'échelle mondiale, il y a une poussée du côté de la radicalité émancipatrice. Je veux dire, ce qui s'est passé en grève générale en Grèce, Podemos, Sanders, Corbyn, c'est des formes très différentes. Même ce qui se passe au Portugal, il n'y a aucune raison qu'en France, la colère qui s'exprime aujourd'hui, elle ne se transforme pas en une espérance émancipatrice. Et nous avons les clés en main, chacune et chacun là où nous sommes. Et moi, je nous invite à faire un pas vers les autres et à se dire que c'est ensemble, au sens, dans un cadre commun constitué ensemble, que nous pourrons réveiller cette envie citoyenne qui dort et ce ressentiment qu'il faut battre en brèche. Merci.